Églantine, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes membre de l'association, enfin l'Union des familles d'Europe. Oui, l'Union des familles en Europe. Tout à fait. Voilà. Alors, quel est l'objectif de cette association? On est là pour défendre la famille. Donc, que ce soit au niveau des retraites, la façon dont elle est calculée, les indemnités pour les mamans qui s'arrêtent de travailler pour un congé parental, et de faire réfléchir d'une façon globale sur la place de la famille qu'on veut donner et comment la défendre. Alors vous êtes totalement indépendant de tout organisme, parti politique, idéologie quelconque? Exactement. Aucun lien politique, aucun lien syndical, aucune subvention, aucun lien religieux. On est complètement indépendant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la famille. Votre association est importante, elle regroupe combien de membres? On regroupe 11 500 familles et on existe depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années. Et qui est à l'origine finalement de la création de cette association? Eh bien, nous avons plusieurs personnes qui sont impliquées depuis longtemps, pratiquement une vingtaine d'années, dans des associations familiales et qui ont eu le désir de créer cette association indépendante pour défendre l'intérêt des familles. Pourquoi Europe? Parce qu'on veut s'ouvrir, on s'ouvre déjà sur d'autres communautés et on souhaite avoir une réflexion élargie sur les familles et on ne va pas s'arrêter aux frontières de la France. Vous avez des membres un peu partout en France donc. En France, oui, tout à fait. Oui, Non. tout à fait, tout à fait. Alors vous avez été sollicité à plusieurs reprises par des radios pour commenter une enquête que Oui. vous avez fait récemment. Oui, En fait sur les dégâts des divorces auprès des enfants, sur ce qu'on pourrait dire les enfants victimes du divorce, tout à fait. qui sont a priori oubliés. Et on vous a même fait la réflexion que c'était un non-sujet, c'est ça? Oui, c'est pour ça que ça nous a intéressés. On s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas au ressenti de ces personnes qui ont subi une séparation, un divorce de leurs parents. Souvent on dit, bon, bah, si les parents vont bien, les enfants vont bien. Et on s'est demandé si c'était vraiment le cas. Donc on a fait une grande enquête sur 1137 personnes qui sont aujourd'hui des adultes et qui ont témoigné de la séparation ou le divorce de leurs parents. On a fait une enquête grande envergure avec 80 questions pour connaître vraiment la façon dont ils ont vécu cette période-là. Donc ce sont des adultes qui ont répondu entre 25 et c'est ça? 30. Alors, à partir des 18 ans, et on a des grands-pères et des grands-mères qui ont répondu, donc voilà, on ratisse large. Mais donc, comme ce sont des adultes, ils vont témoigner de la séparation, le divorce de leurs parents à une période où, je le rappelle maintenant, il n'y avait pas, par exemple, l'alternance, une semaine chez papa, une semaine chez maman, mais plus majoritairement une garde soit du père, soit de la mère. Unilatérale, oui. Voilà, avec un week-end sur deux. Et pas de famille recomposée non plus. Eh bien, si, tout à fait. Très peu, Ça- si. Si, non, on avait déjà beaucoup de familles recomposées, des remariages, si, ça existait déjà. C'était déjà dans les mœurs. Exactement. Donc Églantine, qu'est-ce qui ressort majoritairement dans votre enquête? Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces personnes-là avaient très envie de parler. Ils n'avaient jamais eu d'espace de parole. Et on a eu une enquête avec beaucoup de témoignages. Et voilà, c'est très riche en fait, en tout cas, de témoignages très précis sur toutes nos questions. Ce qui en ressort et qui malheureusement qui est à déplorer, c'est que ces enfants ont beaucoup souffert de la séparation de leurs parents. Bon, ça on s'en doute. Ils ont souffert au moment de la rupture. Et ils ont souffert après, au moment de la rupture, parce que ça ne leur a pas été très bien expliqué. Les parents souffraient eux également, ils étaient peut-être pas dans une période, j'allais dire, très ouverte au niveau des enfants, mais ça leur a été imposé, pas expliqué. Donc ça a été difficile pour les enfants. Et ça a été aussi une période où ils ont manqué d'affection. Peut-être aussi parce que les parents étaient tellement dans ce non-amour à cette période-là qu'ils n'ont pas su le donner à leurs enfants. Et une fois que la séparation a été faite avec le choix de garde, etc., il y a eu un deuxième temps de souffrance, c'est-à-dire que
non seulement il y a eu séparation, mais ça n'a pas résolu le problème des parents. Et il y a toujours des conflits, des querelles, le mode de garde et les organisations du quotidien. Et puis par ailleurs, quelque chose d'extrêmement douloureux, ça a été les conflits, un des parents qui dénigre l'autre. Et la manipulation, hein, nous on Oui. essaie de traiter au niveau du syndrome d'aliénation parentale ou plus simplement le conflit de loyauté. Voilà. Oui, voilà, de la manipulation apparaît, mais surtout ce conflit de loyauté. Et certains disent, quand on me demandait, tu veux être plus avec papa, plus avec maman, parce que certains, et ils ont été nombreux à devoir faire un choix du mode de garde, par exemple, certains disent, d'emblée, je culpabilisais de la réponse que j'allais donner. Et le fait, ne serait-ce que de choisir ou de montrer une préférence pour un des deux parents, rendait les choses extrêmement difficiles parce que voilà, cette loyauté vis-à-vis des deux parents, l'enfant ne savait pas comment la gérer. Alors donc les conflits continuent, ils souffrent énormément de ça, et puis dans certains cas, et quand même c'est pas négligeable, dans 40% des cas, il y a la rupture totale avec un des deux parents. Majoritairement vis-à-vis du père, parce qu'à l'époque c'est vrai que la garde était très souvent donnée à la mère. Toujours d'ailleurs. Et c'est toujours le cas, un peu moins. À l'époque, donc sur ces personnes interrogées, nous avions donc 12% de rupture totale avec la mère contre 41% de rupture avec le père. Heureusement, mais malheureusement, un peu tard, c'est-à-dire adultes, ils ont retrouvé à 90% ce lien perdu. Mais pour ces 40%, il y a eu quand même une rupture totale. Et ça a été extrêmement difficile à vivre. Ils ont beaucoup souffert de cette rupture. En tout cas, cette enquête, elle nous a permis de se poser la question, est-ce qu'il faut faciliter le divorce tel qu'il est aujourd'hui? Il est de plus en plus rapide, de plus en plus facile. Est-ce que ça ne serait pas plutôt judicieux d'aider ces couples à se réconcilier, à trouver un mode de communication de façon à éviter ce mariage jetable, créer peut-être par les juges aux affaires familiales un espace de médiation, de conciliation pour ces couples. En tout cas, les personnes interrogées dont les parents ont divorcé se disent que peut-être que leurs parents, ils sont 38% à le dire, auraient pu éviter cette séparation s'ils avaient été aidés, s'ils avaient pu faire appel à un professionnel conjugal, s'ils avaient pris le temps de communiquer, s'ils avaient été plus à l'écoute, s'ils avaient plus soigné leur couple. Ça reste d'ailleurs un peu le seul point positif qui ressort de cette enquête. Ils croient toujours au grand amour, ils sont majoritairement croyants du grand amour, même s'ils ne sont pas plus heureux en couple. On a autant de divorces, voire un peu plus lorsqu'on vient d'une séparation. En tout cas, ils restent très optimistes sur le fait qu'on puisse trouver l'homme ou la femme de sa vie, et ils retirent la conséquence qu'il faut investir du temps, de la communication, des moyens pour entretenir et faire perdurer son couple. Alors, j'allais vous poser la question, quelle finalité dans une telle enquête? Vous allez en faire quoi maintenant? Aujourd'hui, on veut pouvoir montrer aux politiques qu'il est nécessaire de s'occuper de l'avant-divorce et d'aider ces couples peut-être à trouver un terrain d'entente, à savoir tenir le coup sous la tempête avant des jours meilleurs, que la séparation n'est pas toujours très bonne. On se rend compte que finalement les parents ne sont pas beaucoup plus heureux après la séparation, après le divorce, et on sait que les enfants en tout cas, eux, ont beaucoup souffert pendant cette période-là. Alors vous avez déjà fait parvenir cette enquête à plusieurs représentants des partis politiques? Oui. Oui, mais ça va prendre un peu de temps avant que ça bouge, c'est sûr. Vous pouvez nous citer quelques chiffres, rentrer un petit peu dans le détail? Oui. On a 80% des interrogés qui disent avoir souffert, 63% disent en avoir énormément souffert de la séparation de leur père et de leur mère. On a un sentiment d'abandon qui est à 59%, qui est très fort, même si la rupture du lien est plus faible, même si c'est énorme, 40% des enfants ont eu une rupture avec le père ou la mère. On a un autre chiffre qui fait peur, c'est 49% de ces enfants ont dû faire un choix affectif entre leur père et leur mère. Donc le conflit de loyauté. Voilà. Ce conflit de loyauté, tout à fait. C'est important. Ah oui, c'est énorme, surtout ça fait froid dans le dos. C'est la moitié, oui. Tout à fait. 71% d'entre eux disent avoir beaucoup souffert du parent qui dénigre l'un ou l'autre.
Combien? 71% disent avoir souffert D'accord. du dénigrement de l'un des deux autres. Même si on sait que 2/3 des divorces sont nécessaires, hein, trop de violence, trop de difficultés, tout ne peut pas fonctionner. 2/3 des divorces, d'après ces enfants, auraient pu être évités s'il y avait eu plus de communication, par exemple. Et en tout cas, ça ressort. Si on veut sauver son couple, il faut communiquer, il faut un petit peu céder, voilà. Chercher de l'aide à l'extérieur et prendre du temps. Est-ce que vous avez eu des réponses un peu stéréotypes, non? Dans cette enquête ou pas? Euh, Non, chaque histoire Et différentes. est différente. On avait donc ces 80 questions avec chaque fois un espace de liberté, de parole. Et ils ont été très nombreux à l'utiliser en donnant des détails, des explications du ressenti, de ce qu'ils ont vécu. Et beaucoup, à la fin de l'enquête, nous ont remerciés d'avoir donné cet espace de parole. Ça leur avait jamais été posé. Certains ont dit que ça leur avait fait du bien de se poser des questions sur ce qu'ils avaient vécu, que clairement de devoir le coucher sur papier, ça leur avait permis de comprendre réellement ce qui s'était passé et parfois de tourner la page ou en tout cas d'en tirer des leçons. Donc ça a eu un petit côté psychothérapie pour certains, finalement assez essentiel. Bon. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait dans notre société comme amélioration? Moi, je pense qu'il faut aider les couples, hein. Des difficultés, on en a tous. Faut aider les couples à construire et à savoir garder le cap quand il y a des difficultés et puis préserver les enfants. Si la séparation doit avoir lieu et qu'elle ait lieu le mieux possible, il faut protéger, entourer les enfants d'affection, protéger leurs intérêts et puis nous, adultes, faire ça intelligemment si c'est tant que possible pour ne pas mettre nos conflits, nos rancœurs au sein de la vie de nos enfants. Est-ce que vous pensez que les grands-parents, justement, peuvent recourir dans ces situations-là? Oui, ils ont été souvent un havre de paix, un lieu de discussion. Les grands-parents ont pris parfois la relève pour expliquer aux enfants lorsque les parents étaient trop dans la douleur pour le faire. Et ça a été un grand réconfort pour les enfants. Donc le rôle des grands-parents est essentiel. Bien sûr, nous avons un pourcentage, je crois que c'est 30% des grands-parents qui ont mis de l'huile sur le feu, qui ont pris position, pris parti, mais dans la majorité des cas, ça a été essentiel pour les enfants, un lieu d'amour, d'affection, de communication, d'explication, un lieu de paix. Et donc c'est essentiel de préserver ce lien-là. Merci Églantine de nous avoir éclairé sur cette enquête. Merci. Merci à vous.